sur une éventuelle réforme de la décentralisation. Là, on aborde le second volet qui est consacré donc à l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux. Sur la question numéro 7, sur le pouvoir réglementaire local, on n'a pas d'opposition par principe à l'existence d'un pouvoir réglementaire local. Et il faudrait effectivement, sans aucun doute, quand nous légiférons, se poser plus régulièrement la question de savoir s'il faut actionner ce pouvoir réglementaire local, sans pour autant que ce soit une mise en œuvre systématisée. Je crois que là-dessus, il faut effectivement que ça ne soit pas l'occasion pour le pouvoir national de se défausser de ses responsabilités sur les collectivités. Mais donc, c'est vraiment de le voir dans une approche de subsidiarité, de dire là où ça peut apporter quelque chose, on le fait, mais sans, encore une fois, dans une logique de se défausser. Sur la question numéro 8, sur l'autonomie financière, l'autonomie fiscale, avec la possibilité donc de fixer un socle minimal de ressources fiscales. Aujourd'hui, il y a effectivement une autonomie financière qui est prévue par l'article 72.2 de la Constitution. Mais effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette autonomie financière est quand même mise à mal par le manque d'autonomie fiscale qui permet aux collectivités de fixer elles-mêmes des taux d'imposition et d'avoir des ressources fiscales qui soient autonomes. Et donc, elles ont une faible marge de manœuvre sur leur budget. Donc, je crois que nous sommes favorables à ce que l'État puisse redonner des moyens, des marges de manœuvre aux communes, mais et ça, c'est le pendant, c'est qu'il faut aussi des mécanismes de péréquation qui aillent en face, de telle façon à ce que les inégalités qui peuvent exister, qui sont naturelles dans tout pays, mais simplement qu'elles soient rééquilibrées par un système de péréquation. Ceci dit, il faut bien voir que les problèmes financiers ne s'arrêtent pas seulement au niveau de l'autonomie fiscale ou non, de l'inscription de l'autonomie fiscale dans la Constitution. Il faut également que la démocratie locale s'appuie sur des choix clairs qui soient établis, et ça passe notamment par des délégations de compétences dans le cadre de la décentralisation qui soient vraiment clairement désignées. On se rend compte qu'il y a eu une première étape de la décentralisation avec les lois de fer de 82. Depuis, on est sur des lois techniques, mais on a pu effectivement cette clarté dans la délégation de compétences comme on a vu y avoir il y a quelques 40 ans maintenant. Et donc, il faudrait sûrement revenir à une délégation de compétences claire et qui fasse qu'on ait plus ces compétences partagées où chaque échelon essaye de se défausser sur l'échelon du dessus ou du dessous. Pour la question numéro 9, avec la perspective du rétablissement d'une certaine autonomie fiscale et l'instauration d'une contribution au service public local, nous accueillons avec méfiance, et c'est peu de dire le mot méfiance, des solutions qui paraissent simples et limpides. C'est comme les guichets uniques, ça paraît toujours très bien au début, mais quand on les met en œuvre, on se rend compte que ça devient très compliqué parce qu'on risque d'avoir des usines à gaz technocratiques dans mise en place. Il faut voir que notre fiscalité locale, comme d'ailleurs toute la fiscalité, a une histoire. Chaque impôt est porteur d'une histoire, et faire table rase et repartir de zéro risque de créer des disparités injustes et de nouvelles difficultés, plus qu'on en règle. On l'a vu notamment avec la suppression de la taxe d'habitation, qui pouvait être a priori sympathique, en tout cas pour ceux qui la payaient plus, mais qui aujourd'hui a déréglé complètement la fiscalité locale et a coupé le lien fiscal qui pouvait exister entre nombre de nos concitoyens et les collectivités locales. Donc, il vaudrait mieux rentrer dans une logique de renforcement de la lisibilité de la fiscalité locale, où chaque collectivité a effectivement une ressource, une taxe propre, plutôt qu'une logique de taxe partagée, mais encore une fois, sans rentrer dans la logique apparemment simple, mais qui serait simpliste, d'une contribution au service public local. Pour la question numéro 10, faut-il dans l'accompagnement des collectivités, aller jusqu'à supprimer le contrôle de l'égalité. On constate effectivement que le sentiment d'abandon des élus locaux par l'État est fort. Ce n'est pas que ça donne un sentiment, c'est un abandon. Il suffit de le voir au niveau des communes qui avaient l'habitude de travailler avec des services de l'État qui étaient à leur côté. Aujourd'hui, ce sont les intercommunalités qui essayent de remplacer ce que ne font plus feu les DDE et DDA, mais nous partageons là-dessus tout à fait le constat qu'a dressé le groupe du travail du Sénat sur la décentralisation, ainsi que l'Association des départements de France, qui appelle un changement de paradigme dans la relation État-collectivité. L'État n'étant de moins en moins un partenaire, vraiment, où on co-construit des politiques sur un territoire, mais joue uniquement
un rôle soit au niveau des appels à projets un peu qui passent une commande, ou alors un rôle de censeur pour empêcher les actions. Il y a une proposition qui avait été portée par le Sénat, un collègue l'évoquait tout à l'heure, de recréer la faculté de rescrit juridictionnel, qui avait été prévue par l'article 31 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite la loi ESSOC, et qui semblait intéressante. Il y a eu une tentative d'expérimentation. Force est de constater qu'aujourd'hui, cette expérimentation a très peu d'applications, mais ça nous semble en tout cas une piste peut-être à relancer. Alors sur également la notion de contrôle, il y a sûrement aussi à avoir une réflexion sur la place des chambres régionales des comptes, afin qu'elles puissent avoir un accompagnement et juridique et financier accru pour aider effectivement les élus dans leur choix budgétaire, où on sait qu'on a aujourd'hui des techniques de finances locales qui deviennent de plus en plus compliquées, que maîtrisent bien les grandes collectivités, soit les grandes villes, soit les intercommunalités qui ont les moyens, mais qui pourraient être un appui au niveau des villes ou des communes de plus petite taille. Sur la question numéro 11, le rôle des préfets de département en matière de coordination, oui, on se rend compte qu'il y a eu un double effet. D'une part, des réorganisations qui sont passées et qui ont, au niveau de l'État, et de la déconcentration qui est passée de niveau départemental au niveau régional, et couplée avec en plus les fusions de régions qui ont été faites, bien sûr, pour les conseils régionaux, mais qui a suivi également pour les administrations de l'État. Et donc tout ça a entraîné un éloignement. Nous défendons la proposition de réaffirmer le rôle du préfet de département dans chaque territoire, qui est vraiment l'interlocuteur de proximité. En tant que représentant unique de l'État dans les territoires, il y a besoin aussi, on se rend compte aujourd'hui qu'un préfet, par rapport à certaines administrations, dont le niveau est plutôt d'ordre régional, enfin d'action et au niveau régional, n'ont pas vraiment l'autorité, non seulement dans les actes, mais même dans la parole. Je pense notamment à ce qui est en termes d'environnement avec les DREAL, au niveau de la santé avec les ARS, etc. Et donc, on a besoin d'avoir un interlocuteur dans lequel on peut effectivement dialoguer en toute confiance. Et c'était le rôle du préfet de département. C'est pour ça que nous souhaitons redonner des moyens aux services déconcentrés au niveau départemental plutôt qu'une concentration à l'échelon régional. Nous disons bien que ça, c'est pour le cadre de l'État, de la déconcentration. On ne parle pas, bien sûr, des mécanismes de décentralisation en faisant référence à cette organisation. Enfin, question numéro 12, quel regard portez-vous sur le renforcement des mécanismes de délibération et de participation citoyenne ? On constate tous effectivement une crise de la démocratie en France, notamment de la démocratie locale, avec des violences faites contre les élus, des démissions de maires ou de conseillers municipaux, des manques de vocation d'élus locaux, l'abstention aussi qui se progresse, c'est pas propre aux élections locales, mais elle n'y échappe pas non plus. Donc il faut effectivement renforcer l'engagement des citoyens dans la vie publique, c'est une priorité. Il y a des initiatives qui sont prises, hein, et je crois qu'elles vont dans le bon sens par chaque commune en fonction des initiatives, en fonction de la maturité démocratique que chacune peut avoir. Il faut regarder aussi les modalités de participation citoyenne numérique. On voit bien qu'il y a des évolutions qui sont à faire. Mais il faut aussi penser à revaloriser parallèlement la fonction d'élu local de telle façon à ce qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Il ne s'agit pas de rééquilibrer des élus vers les citoyens, mais de renforcer la démocratie locale, à la fois au niveau des citoyens, mais également dans les élus locaux. Et ça passe effectivement par un statut qui soit plus conciliable de la fonction d'élu local avec une vie professionnelle et personnelle. Et enfin, je terminerai pour indiquer que nous sommes effectivement favorables à une banalisation, entre guillemets, du référendum local, qui peut être aussi une manière d'une respiration démocratique qui peut exister au niveau de chaque commune et qui permettrait aussi de retrouver cette pratique sans, encore une fois, la sacraliser, mais simplement qu'elle redevienne un outil parmi d'autres dans l'exercice de notre démocratie de manière, non pas quotidienne, mais en tout cas de manière régulière.